Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et de le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous partons à la recherche du Graal sous un rythme de jazz, à mi-chemin entre l'Allemagne et le Mexique, entre les États-Unis et la France, à mi-chemin entre la guerre et l'amour, la nostalgie et l'espoir, la folie et la créativité. Nous parlerons des deux spectacles, Ma vie avec Franck et Graal. Pour ceci, nous accueillons Julien Le Gargasson, comédien et metteur en scène de la compagnie Fête, et José María Mantilla, comédien et metteur en scène de la Farándula y Compañía. Monsieur, bienvenue. Et bonjour Alain et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pareil, bonjour Alain et merci aussi, et très content d'être ici avec toi. Bah, écoute, moi, je suis ravi de vous accueillir. Je pense que avant de commencer tout ça, il faut dire que là, vous vous mettez ensemble pour faire des choses merveilleuses au Théâtre de l'Opprimé dans cette saison. Vous nous présentez deux spectacles qui ont fait un petit peu le tour du Mexique et qu'aujourd'hui, on a la chance d'accueillir en France, en français. Voilà, donc vous avez un parcours, on va dire, un peu similaire, où vous avez un petit peu un pied dans la France, un pied au Mexique. Donc, c'est intéressant de vous retrouver dans ces soirées doubles au Théâtre de l'Opprimé. Donc, je pense que ce serait intéressant de commencer par parler un petit peu de vos spectacles. On va commencer peut-être par l'ordre de passage. Vous faites des soirées doubles, donc il y a Ma vie avec Franck qui est avant Graal. Donc, José, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle? Bien sûr Alain. Et déjà, c'est bien que tu as dit que Julien et moi, on partage déjà beaucoup de choses en commun. On s'est rencontrés au Mexique, et donc c'est très sympa de partager ici à Paris la scène pour une première fois. Et Ma vie avec Franck, c'est une pièce que j'écris et c'est une pièce que j'ai mis en scène. En fait, c'est un seul en scène et je parle apparemment, je dis apparemment entre guillemets, de Frank Sinatra parce que c'est vraiment un prétexte pour parler de moi. Et pour parler de moi et de ma vision de l'homme du XXe siècle et de l'homme des familles. On dit en espagnol l'hombre de familia, c'est-à-dire le chef, la personne qui prend en charge la famille. Cette figure, je crois qu'elle a changé énormément et la vision dans le XXe siècle. Et c'est ma vision que je présente et je prends Frank Sinatra pour parler de ça. Après, je parle aussi de mon grand-père et je parle aussi de la relation qu'on a le Mexique avec les États-Unis parce qu'en fait, c'est une relation très complexe et j'entends beaucoup de choses ici en France sur les murs, sur Donald Trump, sur beaucoup de choses. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a une autre relation que c'est pas trop évident pour les personnes qui habitent ici en France, mais il y a vraiment une liaison. Je crois que tu la connais, Alain, parce que tu es mexicain. On grandit avec les États-Unis à côté et ça veut dire quelque chose, tu vois. Et on va les voir dans les spectacles. Donc, c'est un portrait un petit peu en concession des The Voice, de Frank Sinatra, mais aussi des pères des familles de sa génération, quoi. Oui, c'est vrai que heureusement et malheureusement, je pense, on a un lien trop étroit avec les États-Unis en tant que Mexicain. C'est indissociable en fait. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Ça, c'est logique un petit peu par rapport à tous les échanges qu'on a depuis la création des deux pays en fait. Donc c'est intéressant de faire ces liaisons et du coup tu pars à la recherche de quelque chose de bien personnel. Complètement. Je suis comédien à l'origine, mais aussi j'ai fait beaucoup de la mise en scène parce qu'à la fin, au Mexique, j'étais directeur d'un théâtre, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, c'était plus facile de faire la mise en scène que de jouer parce que c'est logique. Donc, là, ici, je reprends un petit peu mon profil de comédien. Et ouais, tu l'as super bien dit, c'est super personnel. C'est la première fois que je parle de moi, en fait, sur la scène. On parle toujours de nous, les comédiens, mais ici, c'est spécial. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais en fait, c'est pas uniquement les sujets, c'est aussi un projet qui s'est fait pour ma situation actuelle, parce que je suis ici en France, parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui parle au Mexique et qui parle ici en France. Et aussi parce que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose, de gérer quelque chose que je fais moi-même. C'est pratique, quoi. Donc oui, c'est très personnel, mais je suis très content parce que j'ai l'impression que c'est aussi très honnête, tu vois. C'est quelque chose que tu peux aimer pas, mais je parle de moi-même, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à voir, quoi. C'est moi qui parle, c'est mon expérience, c'est ma vision. Donc, je suis content. Je suis très content et je suis très content aussi de le présenter ici. En fait, j'avais déjà fait une représentation ici à Paris, mais c'est vraiment, on peut dire, la première fois que je vais le faire officiellement ici, en français. En français. C'est génial, oui, parce que du coup, ce spectacle était créé au Mexique, en espagnol, et tu as joué pendant un certain temps ce spectacle. C'est ça.
Donc, c'est intéressant de voir comment ça change. Tu parles du moi, tu parles de toi, du coup. Et c'est quelque chose d'assez fort qui va aussi un petit peu avec la figure de Frank Sinatra, je pense. Après, j'aimerais savoir, dans cette force du moi, de cette présence de moi j'existe, je suis important, parce que bon, le nom de Sinatra, tout ça aussi, c'est une figure qui a marqué vraiment toute une époque, pas que dans la musique, mais il a vraiment marqué une époque aux États-Unis notamment. Pourquoi Frank Sinatra? Est-ce que tu as un lien particulier par rapport à lui ou tu t'es retrouvé dans ses chaussures, on va dire? Pas vraiment, tu as vraiment tout compris, quoi. Parce qu'en fait, Frank Sinatra, j'aime bien la figure, mais c'est un petit peu aussi pour mon grand-père, mais aussi il y a un petit peu de fiction, quoi. C'est pas que ça. Et surtout, j'aime bien Frank Sinatra parce que, comme tu as dit, il a touché tout. Il a touché la politique, et c'est super important. Il a touché la société, il a touché la musique, il a touché le cinéma, il a touché plein de choses. Et c'est ça que vraiment j'aimais. Hier, j'ai parlé avec Julien justement pour une répétition qu'on a eue et il parlait de Clint Eastwood. Et oui, c'est aussi une autre figure, mais je pense que Sinatra, c'est encore plus complet parce qu'il a traversé tous les siècles. Il a vécu la Grande Dépression, il a vécu la prohibition de l'alcool aux États-Unis, il a vécu les Hollywood des années 40, années 50. Après, il a vécu aussi les 60, les 70, Las Vegas, tout ça, après les Rat Pack. Après, il a vécu avec Michael Jackson, avec John Lennon, avec Elvis Presley, avec Marlène Dietrich. Il a touché tout. Et je parle pas que de Frank Sinatra, je parle aussi du XXe siècle. C'est pour ça que j'ai touché Sinatra. Après, évidemment, il y a un goût. J'aime bien Frank Sinatra. Il y a quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas, peut-être. Ah bah, il doit y en avoir. Pour l'instant, j'ai pas rencontré cette personne-là, mais elle doit exister quelque part aussi. Enfin, et c'est aussi ce qui est intéressant, de pouvoir aimer et détester quelqu'un. Si on aimait tous tout, en fait, c'est un petit peu pas génial, quoi. Il n'y aurait pas un point de vue externe. Oui. Voilà. En fait, tu as raison. Je pense qu'il y a plein du monde qui détestent Sinatra, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas de personnes qui sont indifférentes, c'est ça. Et voilà, c'est un personnage fort, vraiment fort. C'est ça qui m'intéressait. Et évidemment, c'est aussi, il représente un petit peu les machos. Je crois que Sinatra, là, il passe pas, hein. Il passe pas. Il était horrible. Il était vraiment détestable. Il a fait tout. Après, je veux pas trop parler, mais justement, c'est ça. C'est la contradiction absolue, quoi. C'est fou, non? Et je parle de ça. Ouais, et c'est ça qui est aussi riche en fait dans le travail en tant qu'artiste en général. Et en parlant de ça, justement, de ce côté bon et méchant, de ces petits anges, de ces petits diables en fait qui nous bousculent tout dans la vie de façon continuelle, il y a aussi d'autres personnages qui ont marqué l'histoire d'autres façons, où on arrive à des périodes comme le nazisme, qui a aussi marqué dans l'autre côté du monde, certes, c'est pas aux États-Unis, c'est plutôt en Europe, hein, mais c'est des choses qui nous paraissent parfois folles, en fait, de dire il y avait des bons, il y avait des personnes humaines derrière tous ces types d'injustices, des folies. Julien, toi, tu arrives comment avec ce texte des Graal? Comment il naît? Comment tu t'appropries cette histoire? Parce que ton personnage, il est quand même assez complexe, on va dire. C'est un personnage qui est obscur, même si dans ce que je vais vous raconter, vous verrez qu'il y a aussi des parties qui sont très, très lumineuses. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a une généalogie qui est assez intéressante de ce texte-là, puisque c'est un texte qu'a écrit Guillermo León, avec lequel je travaille depuis environ 15 ans. Et donc, on a vraiment établi un dialogue artistique complexe qui prend en compte justement l'histoire occidentale. C'est ça qui nous intéresse beaucoup, de chercher petit à petit. On a vraiment une âme un petit peu d'explorateur ou de découvreur. Et notre idée, c'est toujours d'essayer de trouver un petit peu l'ADN de ce qui fait nos identités actuelles. Le premier travail qu'on a fait ensemble, c'était sur le personnage de Rimbaud, qui est aussi un personnage complexe, dont on parle aujourd'hui beaucoup par rapport à son entrée au possible au Panthéon accompagné de Verlaine. Au-delà d'être un poète, Rimbaud a arrêté d'écrire assez tôt. Il est devenu trafiquant en Afrique pendant très longtemps et il est mort à 37 ans. Et finalement, il a arrêté d'écrire autour de la vingtaine. Et donc, il y a toute une partie de sa vie qui est assez méconnue et c'est ça qui nous intéresse. C'est de voir toujours la complexité des choses et d'essayer de retrouver ce qui nous lie à ces personnages-là. Voilà. Donc, on a travaillé d'abord sur Rimbaud il y a 15 ans. Et aujourd'hui, du coup, on a décidé de travailler sur le personnage de Otto Rahn, un personnage assez polémique et assez connu, puisque c'est un occultiste allemand qui a véritablement existé dans les années 30, donc comme tu le disais, dans l'Allemagne nazie, et qui recherchait le Graal, donc l'objet le plus sacré de toute la chrétienté.
Sauf que lui, il avait des théories différentes sur cet objet qu'il recherchait et il finit par travailler pour la SS de Heinrich Himmler. Voilà. Donc on est parti sur ce personnage, sur une recherche sur ce personnage-là et du coup, notre idée, c'est de se confronter un petit peu dans un exercice, alors pour employer des grands mots, c'est un petit peu cet exercice dialectique que je pense a essayé de faire Bertolt Brecht justement dans ces années-là. Nous, il nous semble pertinent de le faire à notre époque, aujourd'hui, en 2020, par rapport à des personnages historiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une époque où il règne une grande confusion, qui est pas mal liée à la, je pense, à la globalisation et qui crée des troubles de l'identité. Et ce personnage-là, finalement, il recherche son identité. Finalement, le Graal, c'est ça. Et sa recherche d'un objet, finalement, quand il se retrouve face à l'évidence du régime nazi que lui méconnaît au début de l'histoire, lui, il veut simplement travailler et faire ses recherches d'archéologie. D'ailleurs, à ce propos, le personnage d'Indiana Jones, peut-être que certains l'ont reconnu, est inspiré de Otto Rahn. Mais dans cette version, on a choisi une vision plus, je dirais, tragicomique, dans une sorte de road movie scénique, où on voit Otto Rahn qui traverse différents endroits, depuis les châteaux cathares au sud de la France jusqu'à l'Islande, en passant par le château de Wewelsburg en Allemagne. Et on le voit dans plein de situations comme ça, apprendre, découvrir des personnages pittoresques parfois effrayants, et parcourir comme ça ce contexte nazi et explorer son identité dans une confusion totale. Je pense que ça peut répondre à peut-être certains questionnements de certaines personnes aujourd'hui. Voilà. C'est génial parce que du coup, enfin, je sais pas si vous vous êtes concerté au Mexique quand vous étiez en train de monter les deux spectacles, mais ça vient quand même beaucoup de vous et de cette quête en fait. Je pense que les deux pièces ont cet esprit de quête, de chercher quelque chose, de chercher une identité qui est assez propre, pas seulement des deux personnages, pas des deux personnes que vous jouez, mais aussi de vous, quand vous le présentez bien tous les deux. Si on parlait justement de ces personnages-là, pour vous, quelle est l'intention la plus pure de chacun des deux personnages? Quel est vraiment le Graal de ces personnages en tant que personne, quoi? Du coup, en ce qui concerne donc Otto Rahn, c'est un personnage historique sur lequel nous on pose notre regard. Donc c'est le personnage de Otto Rahn qui est représenté sur scène. Ce qui est intéressant, je crois, dans ce que nous on montre, c'est finalement un petit peu comme tu sais, il y a à la fin de Per Gynt, la pièce de Ibsen, il y a ce personnage qui finalement a passé toute sa vie dans une quête effrénée, et à la fin il se retrouve avec un oignon dans la main qu'il ouvre petit à petit, et chaque couche est censée représenter une partie de lui-même. Et puis à la fin, il ouvre l'oignon, et évidemment, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais par contre, il se retrouve à être en larmes parce qu'il a ouvert un oignon. Et je pense qu'il y a un parcours un peu similaire chez Autoran, c'est-à-dire que finalement, chaque station, chaque moment, il découvre quelque chose de lui-même qui va être un petit peu différent. Et à la fin, on a une sensation, quand Autoran se retrouve dans les montagnes en train de fuir les nazis qui peut-être le poursuivent, il se retrouve tout seul et il commence à avoir des réflexions qui englobent tout ce qu'il a cherché, tout ce qu'il a trouvé, tout ce qu'il n'a pas trouvé. Et c'est cette histoire-là qui est racontée sur scène. Génial. José Maria? Je ne sais pas, finalement, tu as raison, je crois qu'on se touche un petit peu, tu vois, on parle du XXe siècle et on parle des... Je pense qu'à la fin, c'est Sinatra, c'est moi, c'est mon grand-père qui cherche à savoir qui est chacun, tu vois, chercher sa place. Voilà, et il y a une insatisfaction tout le temps. De Sinatra, je crois que de mon grand-père et moi-même, moi aussi, mais je crois que tout le monde, quoi. On cherche à savoir ce qu'on fait ici. Je pense que c'est ça, quoi, tu vois. Et on n'est pas trop satisfait. Sinatra, il était jamais satisfait. Mais jamais. Il est mort insatisfait parce qu'il voulait tout, quoi. Il était insatiable, tu vois. Après, ça arrive aussi très souvent avec les artistes et les génies et tout ça. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau, bah ok, c'est quoi le suivant? Et encore le suivant? Et encore le suivant? T'arrêtes jamais. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ça, en fait. Julien, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, ce dont parle José María, c'est encore une fois, et le destin est sans doute bien fait et que c'est pour ça je suis très heureux de partager le programme avec José María pour cette fois au Théâtre de l'Opprimé, parce que le personnage de Otto Rahn dans Graal, lui aussi, finalement, ne trouve pas sa place, mais il la cherche. Et il cherche aussi ses racines, un petit peu, je pense, comme le personnage de José María ou comme beaucoup d'entre nous, mais il se trompe. Et cette erreur-là, c'est aussi quelque chose qui est important de montrer, la confusion dans laquelle on peut être. Et s'il y a un message qu'on pourrait garder de Graal, c'est de faire attention au chemin qu'on emprunte
Parce que historiquement, on a des personnages qui nous montrent qu'il faut faire attention le chemin qu'on prend dans justement une recherche d'identité et éventuellement une recherche de racines, que ça peut basculer très vite historiquement et que peut-être qu'on est dans un moment comme ça et qu'il faut garder les oreilles et les yeux bien ouverts, quoi. Mais je pense que c'est plus fort que nous, tu vois. C'est plus fort que chacun. C'est plus fort que Sinatra, c'est plus fort que moi et je pense que c'est plus fort que ton personnage. Oui, il y a une vraie force vitale dans cette recherche-là. Voilà. Après, oui, que ce soit un Allemand, un Mexicain, un Américain, un artiste, un archéologue ou d'autres choses, je pense qu'on est tous dans le même pétrin, non? Cette quête de notre identité et tous les troubles qu'on peut trouver sur le chemin de cette quête. Et j'ai hâte, du coup, de voir les deux spectacles. Je ne peux pas dire le contraire, de toute façon. Vous vous présentez en partenariat avec notre association, avec Al-Allemagne. D'ailleurs, je suis ravi de pouvoir accueillir parmi nos partenaires des artistes comme vous, qui sont vraiment des gens de qualité, qui ont un parcours hyper intéressant, qui essaient de faire valoir cet échange qui est au cœur de notre association entre l'Europe et l'Amérique latine, entre le Mexique et la France. Vous apportez vraiment un plus à cette scène parisienne d'aujourd'hui avec vos spectacles. L'un mis en scène et joué par un Français au Mexique, qui après est retourné en France pour le jouer dans sa langue maternelle. L'autre produit par un Mexicain au Mexique et qui vient aussi le montrer en France dans une autre langue. Je le disais au début, vos parcours me semblent assez similaires, assez complémentaires. C'est une richesse énorme de pouvoir présenter ces deux spectacles ensemble, l'un après l'autre. Donc voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent à voir les deux spectacles, donc Ma vie avec Franck et Graal, qui se présenteront du 12 au 15 novembre au Théâtre de l'Opprimé. Cette salle qui fête sa 25e année dans le 12e arrondissement de Paris, à côté de la gare de Lyon. Donc juste un petit dernier mot de chacun pour inviter les gens à venir voir vos spectacles. Je pense que c'est l'opportunité de voir théâtre mexicain en français. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, et de passer un bon moment. Et je pense que aussi le fait que Julien et moi, on se connaît, on était ensemble au Mexique, je crois que ça veut dire quelque chose et vous allez profiter de ce spectacle génial. Donc, venez, vous êtes les bienvenus. Et merci. Et Alain aussi, on est super content d'être avec toi. Merci beaucoup pour nous accueillir. Bah, avec plaisir. Julien, un petit mot? Oui, ben, je souscris totalement à ce que vient de dire José Maria. Et voilà, venez revisiter certaines parties de notre histoire dans ces fresques un petit peu historiques et ces propos sur des personnages dont on vient finalement, avec un point de vue différent qui est celui de nos frères mexicains. Voilà, à bientôt. Et écoutez, bah, merci beaucoup. Je vous retrouve donc très prochainement sur scène. Et sur ça, j'invite tous ceux qui nous écoutent à cliquer sur le petit bouton souscrire en bas de cette vidéo. Vous trouverez dans la description les liens avec toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez aller voir ces deux spectacles exceptionnels. Et je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Donc à très bientôt. Au revoir.